PDG de Total n'est plus. Christophe de Margerie est décédé hier dans un crash d'avion à l'aéroport de Moscou. La Côte d'Ivoire plus flexible dans sa lutte contre le virus Ebola. Un premier vol d'Air Côte d'Ivoire en provenance de Guinée a atterri à Abidjan après 2 mois de suspension. 7 milliards d'euros, c'est le coût de la première centrale thermosolaire du Maroc. L'infrastructure sera fonctionnelle en 2015. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver sur Sika TV pour ce journal que nous allons démarrer avec l'affaire Pistorius. Le verdict très attendu est tombé. La juge sud-africaine Thokozile Masipa a condamné Pistorius à une peine maximum de 5 ans de prison ferme pour avoir tué sa petite amie Riva Steenkamp de 4 balles en février 2013. L'ancien champion paralympique avait été reconnu coupable, souvenez-vous, d'homicide involontaire. Une autre information en bref, le sourire était revenu sur les visages à l'aéroport d'Abidjan après l'atterrissage du premier vol d'Air Côte d'Ivoire en provenance de Guinée. Ceci après plus de 2 mois de suspension par crainte d'une propagation du virus Ebola. Les voyageurs venant de Conakry ont débarqué en début de soirée hier lundi dans une aile de l'aéroport affectée pour tous les vols d'Air Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par la fièvre à virus Ebola. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui ne déplore aucun cas d'infection à Ebola, malgré sa proximité avec l'épidémie, avait décidé le 11 août dernier de suspendre tous les vols avec les pays touchés par le virus, alors que celui-ci prenait de l'ampleur au Libéria. La fermeture des frontières a toutefois provoqué une levée de boucliers au sein des États visés, qui ont fortement critiqué l'absence de solidarité entre pays africains. L'Organisation mondiale de la santé s'est également prononcée à maintes reprises contre cette mesure qui étouffe, selon elle, économiquement les États touchés par Ebola. Notons que les mesures de prévention ont toutefois été renforcées à l'aéroport d'Abidjan. Dès leur arrivée, tous les passagers ont été soumis au lavage des mains avant la prise de température par un scanner thermique. Un autre élément dans ce journal, l'Union européenne s'est engagée lundi à fournir un effort accru pour endiguer Ebola dans les pays africains affectés. Elle a promis au moins 500 millions d'euros d'aide et offert des garanties d'évacuation sanitaire et aux humanitaires infectés. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria, une annonce qui vient ainsi atténuer les craintes occidentales d'une pandémie, même si le virus continue son ravage dans les pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Un reportage. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce lundi la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria. Cette déclaration a été faite par le représentant de l'OMS au Nigeria lors d'une conférence de presse à Abuja. Day 20 of October, 42 days, it means twice. Aujourd'hui, 20 octobre 2014, la période de 42 jours, soit 2 périodes d'incubation de 21 jours, depuis la confirmation du dernier cas, vient en effet de s'achever. La chaîne de transmission a été rompue. L'OMS déclare officiellement que l'épidémie a été stoppée au Nigeria. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que l'Ebola peut être stoppé. Nous avons gagné une bataille, mais nous aurons gagné la guerre seulement quand l'épidémie aura pris fin dans toute l'Afrique de l'Ouest. The war will only end when West Africa is also declared free of Ebola. Grâce à une réaction rapide et efficace des autorités, l'épidémie a été contenue rapidement et n'a fait que 20 victimes, dont 8 sont morts dans ce pays de plus de 170 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique. Près de 900 personnes potentiellement à risque ont été suivies à Lagos et à Port-Harcourt, dans le sud pétrolier. Ce travail de fourmi a été possible dans une ville comme Lagos grâce à un dispositif d'urgence existant destiné
à la lutte contre la poliomyélite, immédiatement adaptée à Ebola, et à l'expertise de spécialistes des centres américains de contrôle et de prévention des maladies déjà présents au Nigeria. Toutefois, le Nigeria, du fait de sa position géographique et de ses frontières poreuses et très étendues, reste vulnérable à l'importation de nouveaux cas. Rendons-nous maintenant au Niger. Un drone américain s'est écrasé lundi sur l'aéroport de Niamey. L'accident a entraîné la fermeture des pistes pendant plusieurs heures, a-t-on appris auprès de l'armée américaine. L'appareil n'était pas armé et sa chute n'a pas provoqué de blessés, selon les précisions du quartier général des forces armées américaines pour l'Europe et l'Afrique, basé en Allemagne. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Un vol de pèlerins revenant de la Mecque a dû être détourné sur Ouagadougou, la capitale burkinabé, une information que les autorités aériennes du Burkina Faso ont confirmée dans la soirée d'hier lundi. Retournons en Côte d'Ivoire où la comparution des 83 personnalités pro-Gbagbo prévue pour démarrer demain à Abidjan serait une manière pour le régime du président Alassane Ouattara de museler et de décapiter l'opposition. C'est en tout cas ce que soutient Pascal Affi-N'Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. À l'instar des autres prévenus, Simone Gbagbo sera principalement poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour certains avocats de la défense, le procès censé s'ouvrir demain mercredi ne pourra pas démarrer avant 2 semaines. Sur le plan procédural, ce n'est pas possible. Nous sommes encore en train d'accomplir les actes préliminaires, a estimé Mathurin Daribou, le doyen des avocats d'Abidjan. Nous passons à un autre élément. La première centrale thermosolaire du Maroc est au cœur d'un vaste projet de développement de l'énergie solaire pour un coût de 7 milliards d'euros. Cette infrastructure entrera en fonction en 2015. C'est ce qu'a indiqué samedi dernier le principal responsable du programme que nous allons écouter dans ce reportage. Les progrès du chantier du parc de Ouarzazate dans le sud du pays devraient permettre à la centrale Nour 1 de devenir opérationnelle l'année prochaine, selon le patron de l'Agence nationale de l'énergie solaire, Moustapha Bakouri. Le Royaume du Maroc entend ainsi disposer à terme de 5 parcs solaires, le premier étant celui de Ouarzazate, aux portes du Sahara, dont la capacité est estimée à 500 MW, soit l'un des plus importants projets du monde. La deuxième phase de la réalisation du parc, les centrales Nour 2 et Nour 3 doivent entrer en construction début 2015. Un appel d'offres a été lancé et le résultat sera connu avant la fin de l'année. Les ambitieux projets du Maroc visant à produire 2000 MW de solaire à l'horizon 2020 avancent de manière satisfaisante. Le Maroc, dépourvu d'importantes réserves en hydrocarbures, s'est donné pour ambition de couvrir 42% de ses besoins à l'aide des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Outre le solaire, le pays mise également sur le développement de l'éolien et le plus grand parc du continent est en cours de construction à Tarfaya, dans le sud-ouest du pays. Le coût total de ces différents projets s'élève à 13,1 milliards de dollars, soit 60% des investissements en énergie du Maroc jusqu'en 2020. Le PDG du groupe pétrolier français Total, Christophe de Margerie, 63 ans, est décédé hier lundi dans le crash d'un avion privé près de Moscou. Ont annoncé ce mardi des médias russes citant des sources aéroportuaires et policières. Ce mardi matin, de nombreuses personnalités françaises ont rendu hommage à celui qui avait petit à petit gravi les échelons de la plus grande entreprise du pays avant d'en devenir le directeur général en février 2007, puis le président directeur général en mai 2010. Le président François Hollande a salué le caractère indépendant de la personnalité et souligné que Christophe Margerie avait une personnalité originale qui défendait notamment l'excellence de Total qu'il a hissé au rang des toutes grandes entreprises mondiales. Le Premier ministre Manuel Valls, pour sa part, a souligné dans un communiqué la perte d'un dirigeant d'entreprise hors du commun, un grand capitaine d'industrie et un patriote, a-t-il souligné. Le chef du gouvernement français a également fait part de sa profonde tristesse, tout en indiquant avoir perdu à titre personnel un ami. Les 3 membres de l'équipage également décédés dans ce crash étaient de nationalité française.
Le syndicat des pilotes du groupe aérien allemand Lufthansa démarre ce jour une nouvelle grève sur les vols long courriers, une grève qui vient juste après celle tenue hier lundi sur les liaisons intérieures et moyens courriers. Le mouvement de ce mardi, le 9e du genre depuis fin août 2014, durera toute la journée de ce mardi donc. Elle touchera environ 2150 vols et plus de 200 000 passagers. La direction générale de la Lufthansa a prévu toutefois faire voler quelques vols, notamment ceux qui exercent des fonctions d'encadrement, ce qui permettra d'assurer un tiers du trafic, soit donc 700 vols pour acheminer plus de 110 000 passagers. Nous passons à un autre élément. Nous nous rendons notamment au Brésil où les élections présidentielles auront lieu dimanche prochain. Les derniers sondages donnent Dilma Rousseff et Aécio Neves au coude à coude dans les intentions de vote. Au centre de toutes les attentions, l'électorat pauvre du pays que les deux candidats tentent de séduire. Au Brésil, il faut noter qu'un quart de la population, soit près de 50 millions de personnes, bénéficient d'aides sociales. Des maisons à perte de vue. Ici, dans la capitale de l'Acre, en Amazonie, se construit la Cité du Peuple, destinée à reloger des familles pauvres de la ville. Luciene avait tout perdu après des inondations à répétition. En mai dernier, elle était l'une des premières à s'installer avec ses enfants. Quand je suis arrivée, je n'arrêtais pas de pleurer. Et mon fils me demandait pourquoi je pleurais. Alors je lui disais, Gabriel, tu ne sais pas ce que ça représente. Parce que plusieurs fois, on a été expulsés parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer. Et là, c'est mon plus grand rêve. Après l'éducation de mes enfants, c'est de leur donner cette dignité. Rosivaldo attend lui aussi d'être relogé. Il vit dans une zone inondable et sa maison menace de s'effondrer. Sans revenu, ce qui lui permet de faire vivre sa famille, c'est l'allocation Bolsa Familia, avec une centaine d'euros par mois pour ses 5 enfants. Une politique qui a permis au gouvernement du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff de sortir de la misère plus de 40 millions de personnes. Luiz Inácio Lula da Silva était pauvre. C'est pour ça qu'ils se battent pour nous. Les seuls qui se préoccupent de nous, les pauvres, c'est le PT. Et je soutiendrai le PT jusqu'à ma mort, parce qu'ils font quelque chose pour nous. Au total, plus de 50 millions de Brésiliens bénéficient d'aides sociales, soit un quart de la population. En pleine élection présidentielle, les deux candidats en liste, Dilma Rousseff et Aécio Neves, s'affrontent pour conquérir cet électorat crucial. Ils ne pensent qu'aux riches. C'est la fin de l'aide sociale. Est-ce que vous voulez confier le pays à tous ceux qui ont toujours mis de côté les pauvres ? Avec une économie en berne et un possible changement de gouvernement, certains craignent une diminution des acquis sociaux. Aucun des partis n'y mettra fin pour une raison simple, c'est que cela ne coûte pas cher. Cela représente 1,5% du budget public et c'est un thème très rentable politiquement. Ils ne peuvent pas y toucher. Pour gagner des voix, Aécio Neves promet la continuité des programmes sociaux. Dilma Rousseff, elle, sait qu'elle peut d'ores et déjà compter sur la fidélité de l'électorat du nord-est du pays, région la plus déshéritée du Brésil et qui a concentré à elle seule plus de 58% des voix au premier tour. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Sika TV. Au revoir.